Donc on est sur une question, là, à l'instant, développer le vélo dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, donc les QPV. Donc pour animer ces tableaux, on a Joël Riandet qui représente Mieux se déplacer à bicyclette. Nous avons Isabelle Cossin qui représente le CDC Habitat, Marie-Yvonne Matteux, Pro Vélo Sud Île-de-France, et Christine Boyard qui représente la préfecture de l'Essonne. Qu'est-ce que vous faites, Christine, à la préfecture de l'Essonne ? Je suis responsable, alors je travaille à la DES, Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, et je suis responsable du pôle de l'insertion sociale et professionnelle. Mais je vous en dirai plus. Donc le sujet qu'on a abordé juste avant, je m'imagine que ça vous parle aussi un peu. Ça me parle beaucoup parce que dans mon précédent poste, j'étais déléguée aux droits des femmes pour l'Essonne. D'accord. Voilà, donc les stéréotypes de genre, les violences, tout ça, je connais très très bien, malheureusement, ce sujet. Et puis, Joël, je vous laisse poser la question à Isabelle. Qu'est-ce qu'elle fait chez CDC Habitat ? Et après, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis la responsable du développement social urbain à CDC Habitat Social. En fait, on est un bailleur social et notre mission, c'est d'accompagner, notre mission première, c'est de construire et de gérer des logements. Mais en fait, on va bien au-delà de cette mission et on accompagne les gens qui sont souvent en précarité dans les logements sociaux pour tout un tas de sujets de cadre de vie, de déplacement, de santé, etc. Voilà. Merci, je suis Marie-Yvonne Matteux, je suis la présidente d'une association qui s'appelle Pro Vélo Sud Île-de-France. Et c'est un organisme qui va regrouper des éducateurs mobilité à vélo de manière à assurer un certain nombre de prestations autour du vélo. Parmi toutes ces prestations, il y a la vélo-école, il y a du savoir rouler à vélo, et puis il y a aussi la mise en place de ce qu'on a appelé chez nous le Mon Aglo à vélo. C'est de ça dont je vais témoigner. Super, mais écoutez, en rapide introduction, moi je voulais dire que j'étais déjà très, très heureux en tant qu'habitant de Colombes, donc dans les nord du Hauts-de-Seine, également des quartiers politiques de la ville, donc d'animer cette table ronde. Et effectivement, on parle de QPV, alors politique de la ville ou politique vélo, qu'en est-il en réalité? Et la première question qu'on pourrait se poser, c'est que alors que le vélo a pris une place très importante dans les milieux urbains, on le voit à Paris, on le voit dans la petite couronne, qu'en est-il des quartiers populaires? Quelle est la situation aujourd'hui depuis le Covid? Est-ce qu'il y a également cet engouement? Et donc il y a un premier sujet qui est est-ce que le vélo qui est bon pour la santé, bon pour le porte-monnaie, bon pour le moral, on le sait tout ça, est-ce que c'est réservé à une petite élite parisienne ou est-ce qu'effectivement on arrive à le développer dans nos quartiers populaires? Et si oui, comment? Donc ça c'est peut-être le sujet, et puis on a ici des acteurs qui ont chacun un point de vue intéressant, puisqu'on a l'habitat, on a la politique d'insertion, et puis on a également toute l'action de développement du vélo. Donc je pense qu'on a les bonnes personnes pour discuter de tout ça. Alors, la première question que j'ai envie de poser, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est-à-dire aujourd'hui, comment le vélo évolue, la place du vélo évolue dans les quartiers, comment vous percevez les besoins des habitants, comment ils sont exprimés, et peut-être déjà, quelle est votre perception de cette place aujourd'hui du vélo dans les quartiers populaires? C'est à moi du coup. Comme vous voulez. Hein. Parlez bien dans le micro. Oui. Mieux, encore plus dans le micro. Voilà. Je pense qu'il y a une vraie évolution depuis quelques temps. Alors je ne le fixerai pas par rapport au Covid, mais par rapport pour des milieux vraiment périurbains qui ne sont pas en centre-ville. Et nous, on ne travaille que dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, de la précarité d'habitants qui se renforce. Il y a eu effectivement le tout vélo, le tout vélo, n'importe quoi, le tout véhicule qui était extrêmement présent avec énormément de stationnement dans les quartiers. On est passé depuis 2024 à une politique forte de rénovation urbaine. On a un petit peu réorganisé ces quartiers-là, généralement, avec des suppressions de stationnement. On a renforcé les transports publics
Et du coup, les gens se sont réinterrogés sur leur mode de fonctionnement. Et notamment, on en parlait tout à l'heure de la population des femmes et des enfants qui n'avaient pas toujours accès justement aux véhicules. Les transports en commun, c'est pas toujours une évidence. Donc, il y a eu vraiment un retournement de situation et un besoin de nos habitants des logements sociaux. Donc, ça nous a poussé à nous réinterroger, nous, sur notre fonctionnement. Parce que dans ces quartiers où souvent ce sont des grands ensembles immobiliers, on avait à l'origine des locaux vélos, parce que les vélos, en fait, on le redécouvre, mais ça existait avant. Et c'est des locaux qui ont été pendant très longtemps très très mal utilisés. Du coup, on s'est interrogé avec les habitants, hein, on travaille aussi avec vous, parce qu'on travaille dans ces quartiers-là de manière assez partenariale, avec des échanges de plus en plus réguliers avec les collectivités, les associations et les habitants. Et donc, pour pouvoir utiliser le vélo, c'est déjà où mettons des vélos, comment est-ce qu'on a accès au vélo. Ça, c'est notre question à nous. On n'est pas tant sur les usages, etc., mais c'est sur où les range-t-on, est-ce qu'ils peuvent être en sécurité. On parlait tout à l'heure du coût des vélos. Donc, c'est quelque chose d'assez important pour pouvoir se mettre à réutiliser le vélo. Voilà. Après, je parlerai de la suite. Alors, moi, j'ai pas de chiffres sur la pratique du vélo, j'ai juste ma pratique personnelle, puisque, comme Marie-Yvonne, je pratique le vélo à Évry-Courcouronnes, puisque c'est là que je travaille. Et je trouve que donc je me déplace dans mes déplacements professionnels à vélo, et je suis assez seule. Je suis assez seule, y compris chez les bobos et chez les gens de la préfecture, hein, faut bien le dire. Donc, dans les quartiers prioritaires, je vois maintenant, grâce notamment à l'association de Marie-Yvonne, des gens qui pratiquent le vélo depuis pas très longtemps, ça se voit, mais qui qui utilisent les pistes cyclables, les routes, etc. Donc, mais ça fait peut-être 1 an ou 2. Mais globalement, on est quand même très très peu nombreux, c'est la grande couronne, à utiliser le vélo. Je crois que c'est très différent de la petite couronne. Maintenant, Marie-Yvonne aura peut-être une autre vision, et donc je lui laisse la parole, mais pour moi, c'est quand même peu développé, pas assez de parking, sans parler des pistes cyclables, se déplacer en vélo dans les quartiers prioritaires, c'est pas encore une habitude pour moi. Oui, bien écoutez, oui, moi aussi j'habite dans ces quartiers, dans ces villes de banlieue, hein, où autrefois le véhicule, hein, c'était la voiture, et puis quand on circulait à vélo, on vous regardait avec un petit peu de compassion quand même, c'était le véhicule du pauvre. Et puis on a vu se développer la pratique du vélo chez les riches, chez les bobos, qui avaient des beaux vélos, etc. Et puis nous, dans nos banlieues, on n'avait pas grand-chose. De toute façon, on pouvait faire de vélo, non pas parce qu'on n'était pas fichu d'en faire, mais simplement parce qu'on ne savait pas où garer son vélo. Et là, je vous rejoins complètement. Hein. Le premier frein dans nos banlieues à la pratique du vélo, c'est bien où est-ce que je vais mettre mon vélo en sécurité. Si on me le vole systématiquement, je vais finir par pas l'acheter. Donc ça, c'est une des réponses que l'on peut faire, et je vous le dirai après. C'est vrai qu'une des réponses, c'est que le vélo, on vient le chercher quand on veut faire une balade, on vient à Pro-Vélo, on prend un vélo et puis on peut sortir avec. Et puis sinon, on a aussi des après-midi vélo, on peut venir faire du vélo aussi parce qu'on prête le vélo. Donc ça, premier frein, en effet, j'ai pas de vélo, comment je fais pour en avoir un à disposition C'est justement ce qu'Isabelle avait dit, avoir un vélo, c'est le premier sujet, comment j'ai un vélo. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, pour proposer ces vélos, on a développé, en particulier sur la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, on a des gens qui nous ont proposé d'offrir des activités vélo aux associations d'insertion des différents quartiers en politique de la ville. Je ne sais pas si c'est le temps d'en parler maintenant. On va pouvoir enchaîner. Alors, le seul point, c'est que sur ce sujet-là, comme il y a des slides et qu'ils ont été montés dans un certain ordre, si ça ne te dérange pas, Marie-Yvonne, on va commencer par passer la parole à Isabelle, qui va nous parler justement du deuxième point, une fois qu'on a fait ce constat, finalement, qu'il y a une attente vélo, mais qu'il y a quand même pas encore un développement vélo aussi important qu'on peut le voir dans d'autres quartiers ou dans d'autres zones. Quelles actions, finalement, sont menées alors, par les institutions, par les bailleurs, par les associations, pour promouvoir l'usage du vélo. Donc Isabelle, je tourne les pages, je tourne les fenêtres ici.
Du coup, on a fait un petit peu une analyse, nous, de nos locaux vélos, dont on disposait, qui sont souvent des locaux vélos poussettes. Beaucoup ont disparu au profit de locaux encombrants, ou sont devenus de fait, et vous voyez, des locaux encombrants. Et donc, qui sont complètement inutilisables, avec ce qui nous a tous surpris, une quantité incroyable de vélos abandonnés par des locataires précédents, ou parce qu'il y avait des vélos non réparés, et que les gens étaient dans l'incapacité de réparer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ça au pied de nos immeubles, alors que ça peut devenir ce que vous voyez à côté. Donc, on est bailleur, ce que je vous ai dit, c'est pas notre spécificité, mais on a quand même l'objet d'accompagner nos habitants pour qu'ils vivent au mieux dans leur résidence. Et du coup, on travaille aussi sur l'insertion professionnelle des jeunes ou des personnes éloignées de l'emploi. On travaille avec des clubs d'insertion, on travaille avec des régies de quartier, etc., pour remettre en état ces locaux. Du coup, ça permet de donner un premier tour vers l'emploi quand on fait des chantiers éducatifs ou des chantiers d'insertion aux gens qui habitent ces quartiers, pour déjà vider les locaux vélos. Il y a tout un travail à faire pour essayer de ne pas spolier les gens de leurs vélos quand ils ont encore des vélos dedans, donc d'affichage de vélos, etc., qui et quoi, pour pas qu'ils disparaissent. Et on se retrouve avec un stock de vélos assez important qui n'appartient à personne. On remet en état les locaux vélos pour pouvoir mieux les utiliser, pour pouvoir mieux les sécuriser, pour pouvoir donner les clés aux gens qui en ont besoin et pas à toute la résidence, pour pouvoir l'adapter aux questions de genre, parce qu'il y a aussi des mamans qui en ont besoin avec leurs enfants, et quand les portes sont lourdes, etc., c'est pas facile. Donc on travaille avec notre service maîtrise d'ouvrage pour faciliter l'ouverture des portes, pour rendre l'éclairage plus léger, pas avoir à appuyer quand on est chargé avec des courses, quand on utilise son vélo pour les courses, etc. Du coup, il y a tout ce travail concomitant, on va dire. Et les vélos qu'on sort, en fait, on fait des ateliers avec les habitants et avec des associations comme ProVélo, comme la recyclerie sportive, comme plein d'acteurs en fait qu'il y a sur des territoires, pour remettre en état des vélos, pour apprendre aux gens à réparer leurs vélos. Enfin, ce sont des ateliers d'auto-réparation de vélos. Et tout ce stock de vélos que nous avons et qui ne sert à personne, alors c'est ce qu'on est en train de développer, puisque jusqu'à présent, on ne savait pas trop quoi en faire. On les a mis à un moment donné dans des locaux, mais on en a beaucoup trop. Et on commence à travailler avec des associations pour qu'elles viennent les récupérer, pour s'en servir de pièces pour les réparations de vélos. Parce qu'on disait tout à l'heure que les pièces étaient extrêmement chères et que c'était pas toujours évident pour les gens, surtout les populations précaires, de s'offrir ces réparations. Et pour remettre en état des vélos, pour à terme pouvoir, lors de ces ateliers vélos, recéder à l'euro symbolique. Enfin, c'est les associations qui gèrent pour nous, mais pour donner ces vélos à des familles qui en ont besoin et l'usage. Voilà. Ouais, sur ce point, le principal parking à vélo, c'est le balcon. On a la chance d'en avoir un. C'est ce qu'on voit de toute façon en traversant les quartiers. Les vélos sont sur les balcons. Et moi-même, j'ai des élèves de la vélo-école qui ont acheté des vélos neufs à Decathlon, donc on dépensait quand même beaucoup d'argent pour eux. Et le vélo, il est dans leur salon ou dans leur couloir. Donc ils rentrent chez eux. Donc c'est vrai que pour utiliser le vélo au quotidien, c'est pas évident. Et c'est effectivement pas très esthétique sur les façades d'avoir des vélos un petit peu partout. Alors en fait, on a souvent la chance dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, en grande banlieue, d'avoir ces locaux vélos. Ce qui n'est pas le cas dans des plus petites résidences, plus neufs, plus modernes, d'avoir des locaux vélos qui ne sont plus pensés, les bâtiments ne sont plus pensés aujourd'hui pour ça. Donc par contre, effectivement, c'est moins adapté parce que les distances sont plus longues, etc. Il y a moins de pistes cyclables que dans les zones très urbaines, mais en tous les cas, il y a des locaux, il faut simplement s'y attacher, et ça coûte de l'argent, ça prend du temps, et voilà, ça se développe avec le temps, mais je pense que tous les bailleurs sociaux sont vraiment sur ce sujet en ce moment. Je crois que c'est vous qui me disiez ça, Isabelle, hier au téléphone, que là où il y avait des pistes cyclables, en fait, c'est comme partout, en fait, et les quartiers politiques de la ville ne sont pas exempts de cette règle. Mettez des pistes et vous aurez des cyclistes. Et en réalité, c'est vrai que le sujet également, il est de mettre en sécurité ses habitants aussi pour se déplacer. Donc on a parlé effectivement des locaux, que vous avez aussi tout un travail, ce qui est intéressant, d'insertion autour de ces locaux pour arriver à les rendre plus beaux, à les rendre plus pratiques d'accès. Et peut-être qu'on peut parler, Marie-Vonne, des actions qui sont menées maintenant pour mettre les gens sur leur vélo. Tout à fait. Maintenant qu'on a réglé le premier frein,
C'est-à-dire, où est-ce que je mets mon vélo? Il va falloir régler tout le reste, hein, l'apprentissage, les usages, toutes ces choses-là. Et donc, je veux témoigner de ce que l'on fait dans notre communauté d'agglomération, dans Paris Sud. Hein. On a mis en place un dispositif qui vient offrir à des apprenants et des apprenantes, il y en a 80%, des habitants de ces quartiers en politique de la ville, un apprentissage du vélo. Et là, on va faire des premiers tours de pédale jusqu'à la conduite en ville, jusqu'à l'acquisition d'une certaine autonomie. Et quand on fait tout ça, on a de la chance, hein, on a une vraie satisfaction personnelle pour les gens qui viennent s'inscrire, un regain de confiance en soi, tout ce que vous savez déjà, vous, pour le vélo, mais que beaucoup découvrent dans nos quartiers, hein, une pratique sportive aussi, même si elle n'est pas exceptionnelle, on n'est pas en salle de sport et en muscu, mais n'empêche que bouger quelques muscles, quand on n'a vraiment pas l'habitude de le faire, ça fait du bien. C'est aussi, dans ces activités, un temps d'échange extrêmement convivial. On s'assoit, on parle beaucoup, on échange, etc. Et puis c'est l'occasion de connaître l'environnement, de connaître ce qui se passe autour, de se rendre compte qu'il y a des possibilités de circuler à vélo, parce que dans nos villes nouvelles, hein, j'habite une ville nouvelle, il y a plein de chemins comme ça que personne ne connaît, sauf quand on habite tout à côté. Donc c'est l'occasion de découvrir, et puis de s'apercevoir qu'on peut en effet sortir de son quartier sans difficulté. Et ça, c'est l'aboutissement de nos activités, puisque lorsque, après une année, on a bien travaillé, on a souvent appris à faire du vélo, voire on s'est rassuré sur son vélo, parce qu'on fait ce qu'on appelle le challenge. Et le challenge, c'est génial, hein, c'est des dames et des messieurs qui démarrent avec quelques adresses, des adresses qui sont censés connaître, hein. On va à la préfecture, on va au centre social, on va dans le quartier voisin, etc. C'est le jeu de piste. Comment? C'est le jeu de piste. C'est une espèce de jeu de piste, non pas tout à fait, parce qu'on le connaît. C'est un itinéraire qu'on a repéré, qu'on connaît, mais c'est tout d'un coup on est lâché en toute autonomie et on doit trouver tous ces espaces-là et les utiliser, et on se rend compte que c'est possible. Donc voilà, ça c'est l'aboutissement. Pour y arriver, alors peut-être, voilà. Oui, des chiffres. Oui, je suis sûre que ça évitera que vous me posiez des tas de questions, mais rassurez-vous, c'est sûrement pas de ça dont je voulais vous parler. Mais en effet, l'année dernière, c'était une centaine d'apprentis, d'apprenants, on les appelle les apprenants, apprenants et apprenantes, 77 séances, 4 stages par enfant. Ça aussi, on a développé aussi des stages, puisque en fait l'activité se déroule pendant le temps scolaire, puisque là les mamans sont disponibles, on fait ça de 14h à 16h, de manière à ce qu'elles puissent récupérer les gamins après. En effet, on a besoin de ce cadre-là. Et puis pendant les vacances, on va chercher les parents, les familles, et là on fait des stages parents-enfants. Donc 80% de femmes de tous âges, c'est-à-dire qu'on a des très jeunes, et puis on a des dames, parfois des mamies, hein, qui viennent nous voir. Donc on a eu 50 séances de 2 heures avec le Sorangie, c'est assez militant, c'est gratuit pour les apprenants. On verra après comment ça peut être financé. C'est lorsqu'on a commencé cette année, on a vu arriver la première séance, 40 personnes, 5 hommes, pour vraiment la première séance. Ça nous a fait beaucoup de bien. Mais voilà, on parlera plus de chiffres, si vous voulez bien. Moi, ce que je vais vous raconter, c'est d'autres choses. C'est d'abord comment ça va fonctionner, tout ça. C'est assez simple. Hein. J'ai des vieux yeux et du coup j'ai du mal. Voilà, donc comment ça marche? C'est Grand Paris Sud, hein, l'agglomération, qui sollicite les associations d'insertion qui sont dans les quartiers. Il y a beaucoup d'associations de ce type. Hein. Donc on a Génération Femmes, on a Sous les toits du monde, etc. Ce sont des associations qui font parfois autre chose. Souvent c'est la cuisine. L'idée c'est de créer du lien social. Et donc ce sont eux qui vont désigner parmi leurs adhérents les gens qui nous envoient. Donc ils nous donnent une grande liste, hein, de gens qui vont venir faire du vélo.
Ces personnes se déplacent sur notre terrain d'apprentissage. Je rappelle que la plupart n'ont pas de vélo. C'est donc pour eux le seul moyen de faire du vélo. Donc, que ce soit pour apprendre les premiers tours de pédale ou bien pour aller ensuite faire du vélo en balade ou en ville. Donc, pour eux, c'est une opportunité assez fantastique, hein, puisque sinon, ils n'ont pas accès au vélo. Ces personnes sont prises en charge par des éducateurs à mobilité vélo, donc ce sont des gens qui sont diplômés, qui peuvent les encadrer. Donc on a 3 groupes, hein, ceux et celles qui n'ont jamais pédalé, et pour qui c'est une découverte absolument exceptionnelle. Hein, ah, j'ai réussi, parce que souvent ce sont des gens qui n'ont pas forcément pris qui n'ont pas eu forcément des temps de réussite aussi marqués, hein, donc c'est un vrai bonheur de les voir réussir ces premiers tours de pédale. Et puis on a aussi le perfectionnement, donc là on apprend à freiner, on se sécurise, voilà. Et puis ensuite on fait de la conduite en ville. Alors tout ça c'est jamais que de la vélo-école, hein, mais avec une petite particularité, c'est que en effet, on a des gens qui, beaucoup ne parlent pas français, donc on a un peu de mal à se faire comprendre, à échanger. Donc on a besoin de la solidarité de tout le groupe, hein, pour pouvoir passer les consignes et tout ça. On a aussi des gens dont on ne sait pas on ne sait jamais ce que les gens ont dans leur valise. Mais parfois, dans ces situations-là, les valises sont plus lourdes que d'autres. Donc voilà, on fait avec, hein, on ne sait pas trop. On a le poids culturel, hein, les dames qui nous disent oh, mais moi, on m'a toujours interdit de faire du vélo, et donc je suis tellement heureuse de pouvoir enfin faire du vélo. Donc vraiment des particularités que l'on peut trouver dans ces quartiers politiques de la ville. Ok, on peut passer des photos, peut-être. On va passer quelques photos. Moi, je trouvais que vraiment, c'est les photos que je voulais vraiment vous montrer. Hein. Vous allez voir, c'est le bonheur. C'est-à-dire que, voilà, là on roule, ça y est, on est sorti. La photo d'avant, on apprenait, là on est sorti. Là, c'est les stages parents-enfants. Donc, là aussi, une opportunité de faire des choses avec ses enfants, ce qui n'est pas toujours possible, parce que, en effet, on a une certaine séparation entre les parents et les enfants, c'est difficile de venir, à part sortir au parc, et là on va beaucoup plus loin, on sort du quartier. Et puis, je veux vraiment l'avant-dernière photo, là. Ça c'est la fierté, parce qu'à la fin du challenge, donc on se retrouve et on reçoit un diplôme. Et là, vous voyez que ces messieurs et ces dames sont tellement fiers, tellement heureux d'avoir réussi le challenge. Ils sont tous arrivés. Et donc, ce bonheur, je voulais vraiment vous le partager, parce que c'est ce qui est le plus sympa, hein, dans nos métiers d'accompagneurs, de gens qui apprennent à faire du vélo. C'est le bonheur qui est ressenti par tous ces gens. Voilà. Et la dernière photo, il y a quelques messieurs, et lui aussi, il est heureux et fier. Lui, ça fait quelques années qu'il vient nous voir. Maintenant, il fait partie quasiment de l'équipe. Il aide, voilà. Donc super, et c'est vrai que ça fait des beaux collectifs qui restent ensuite entre les gens. Ça crée des liens également entre les femmes et les hommes qui viennent dans ces vélo-écoles. Et donc voilà, donc ça c'est la dimension donner envie, apprendre. Et puis peut-être, effectivement, on va parler de l'État dans tout ça et de l'insertion. Donc qu'est-ce que la préfecture fait pour le vélo dans nos quartiers? Alors j'ai envie de vous dire, pas seulement la préfecture, hein, mais je vais parler plutôt de ce que je connais, parce que vous avez bien sûr tous les fonds versés pour ce qui relève de l'équipement ou du ministère de la Transition écologique. Il y a Sylvain là-bas, qui est un ancien du ministère, on va peut-être vous en parler davantage, mais ça c'est des sujets que je connais moins, mais on parlait tout à l'heure d'équipement en pistes cyclables, etc. Donc il y a beaucoup d'appels à projets sur ce sujet-là, et donc c'est l'État qui verse des financements là-dessus. Donc moi, mon domaine, c'est plutôt l'insertion sociale et professionnelle, et donc dans mon service, on travaille sur toutes ces questions d'insertion sociale et professionnelle au sens très large, c'est-à-dire la partie accès à l'emploi, mais insertion sociale et professionnelle, il faut l'entendre dans le sens large, c'est-à-dire aider les personnes dans les quartiers prioritaires en fait à se socialiser, à sortir du quartier, à pouvoir profiter de la culture dans leur quartier ou à l'extérieur, à pouvoir
en fait sortir de leur quotidien. Et donc, bien sûr que le développement des mobilités, on l'a clairement identifié depuis longtemps comme un frein, et tous les moyens sont bons, et y compris l'accès au vélo. Donc, alors j'ai regardé avant de venir toutes les actions qu'on a pu financer sur la pratique du vélo, et on retrouve à chaque fois Pro Vélo Sud Île-de-France, Pro Vélo Sud Île-de-France. Ils sont partout. Alors, oui, bravo. Bravo. Et entre parenthèses, comme je vous le disais tout à l'heure, donc je suis aussi cycliste agent à la préfecture, et j'essaye, avec Sylvain aussi, d'encourager la pratique du vélo, et nous faisons venir Pro Vélo Sud Île-de-France pour encourager la pratique aussi parmi les fonctionnaires de la préfecture. Et comme on a pu bénéficier de leurs conseils, je peux vous dire, c'est super, une bienveillance extraordinaire. En plus, on visite les quartiers, ils font la même chose pour les personnes des quartiers prioritaires et comme pour les agents de la préfecture. Enfin bon, bref, nous sommes déjà persuadés de la pertinence de leur action. Et donc, ça, c'est donc les actions strictement, on va dire, politiques de la ville, c'est-à-dire qu'on les finance sur un budget en particulier. Donc, c'est de la vélo-école, c'est financer aussi des vélos, l'achat de vélos. Et puis aussi, il y a des actions originales, mais encore peut-être un peu trop ponctuelles. C'est Ilmi Mbarki, que vous connaissez bien, qui anime l'association à Ivry aussi, qui s'appelle Mobilité Citoyenne. Je l'ai en tête parce que il s'est dit tiens, je vais embarquer des jeunes, leur faire du vélo, puis il n'avait pas trop de succès, alors il s'est dit je vais peut-être déployer l'action autrement, et il s'est dit je vais proposer aux jeunes d'aller faire une collecte alimentaire, enfin de faire de l'humanitaire avec le vélo. Et alors là, ça a beaucoup mieux marché, c'est-à-dire qu'il a mis à disposition des jeunes des vélos normaux, mais aussi des vélos cargo que la ville a bien voulu lui prêter. Et puis il est allé faire une collecte alimentaire, et ensuite ils sont allés distribuer tout ça dans un hôtel social, et il a rencontré vraiment un grand succès. Et puis derrière, les jeunes se sont passionnés sur la conduite du vélo, la pratique, et puis aussi réparer le vélo. Et lui, il a trouvé des leviers pour leur parler de la sécurité à vélo. Et puis il s'est dit, mais en fait, ils utilisent plus souvent les trottinettes, donc je vais aussi leur parler de la sécurité à trottinette, et puis je vais leur parler de la transition écologique, etc. Enfin, il sait transformer son action pour embarquer le plus de monde possible. Et en plus, les jeunes qu'il a formés au départ, maintenant, il leur propose de faire équipe avec lui pour aller en embarquer d'autres. Enfin voilà, c'est des façons de faire qu'on trouve intéressantes. Puis surtout, d'une année sur l'autre, nous, on aime bien financer des actions qui évoluent, qui ont montré qu'il y a une progression, qu'on se dit, tiens, on va changer un peu les choses pour que ça soit mieux, voilà. Et puis sinon, dans les autres actions d'insertion, on finance aussi, par exemple, les missions locales, vous savez, qui s'occupent de l'insertion des jeunes, et on a toujours un focus sur les plus vulnérables, donc les jeunes en quartier prioritaire. Et donc, on a, sur un autre budget, on finance tout ce qui est aide à la mobilité, donc aide au permis de conduire, parce que forcément, il faut du permis de conduire, mais aussi, on finance l'association Essonne Mobilité, qui travaille sur tout type de mobilité, mais aussi sensibiliser les jeunes à... non, le premier moyen, c'est pas forcément la voiture. Peut-être la voiture, ça va vous coûter trop cher. Peut-être réfléchissez à d'autres moyens de transport. Voilà, ils leur apprennent à réfléchir autrement, à changer de prise, parce que l'image, comme disait Marie-Vonne tout à l'heure, le vélo, c'est souvent étiqueté le moyen de transport du pauvre. Maintenant encore, chez les jeunes, la trottinette a plus de succès que le vélo. Franchement, sur l'image, on en parlait avec Joël au téléphone, sur l'image, il y a quelque chose à faire certainement, parce qu'il faut faire, j'en sais rien, des ateliers de tuning de vélo, je sais pas, enfin des trucs qui vont permettre d'attirer davantage l'œil, enfin d'améliorer l'attractivité. Je sais pas, faut peut-être, on a peut-être déjà beaucoup réfléchi sur un brainstorming là-dessus, mais voilà, parce que l'autonomie en soi, sur du public jeune, c'est pas forcément un critère qui les intéresse, ou peut-être avoir l'air la performance, enfin j'en sais rien, ou le groupe, enfin il y a peut-être différents leviers à travailler. Merci, effectivement, et j'en profite juste pour glisser une expérience sur Colombes, parce qu'on participe à la cité éducative du Petit Colombes, et on a un projet justement avec des collégiens autour du vélo, atelier vélo et préparation d'un voyage. Et c'est vrai que le vélo en soi, c'est pas un objet qui attire spécialement les jeunes, c'est plus
la perspective de faire quelque chose d'autre avec le vélo, et le vélo finalement est perçu in fine comme un moyen d'évasion, un moyen de liberté, par la pratique qu'on amène, mais qui finalement n'est qu'un prétexte pour un objectif qui est différent. Donc c'est vrai que le vélo n'est qu'un média, mais un véhicule, mais quelque part le projet, en tout cas nous qu'on fait dans cette cité éducative, c'est un projet qui permet quand même de créer une culture vélo en ayant finalement un objectif un peu plus large. Ok, donc on voit donc qu'on a un système vélo, ça se construit pas. Je dirais, c'est un peu patchwork. Hein. On voit bien, on a les locaux, on a les vélos-écoles avec une grosse activité de pro-vélo sud, mais et puis on a les financements sur tout ça, et puis les aménagements. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que le vélo prenne sa place pleinement dans les quartiers priorité de la ville? Quels sont selon vous alors on a discuté aussi de est-ce qu'on promeut le vélo ou est-ce qu'on répond aux besoins? Donc a priori on est plutôt dans le cadre des bailleurs à répondre à des besoins. Donc est-ce qu'il y a globalement des actions, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre le vélo plus évident, plus accessible encore dans nos quartiers que ce qu'on peut faire aujourd'hui? Bon, écoutez, je vais commencer si vous voulez. Moi, je pense que il est clair que la possession du vélo, c'est quelque chose de difficile. Donc j'ai l'impression que dans ces quartiers, la mise à disposition de vélos par un système associatif, un système de location, enfin je ne sais pas trop comment ça peut marcher, c'est un des moyens de développer le vélo. On le voit bien, on fait tous les mois une balade gratuite. 50% des gens qui viennent à cette balade n'ont pas de vélo. Et donc si on ne prêtait pas les vélos, ils ne seraient pas là. Donc je pense que c'est un des biais pour offrir pour développer le vélo dans les quartiers, c'est faire en sorte que le vélo soit accessible par un autre moyen que la possession directe. Isabelle? Non, mais je partage complètement ce que vous dites. C'est compliqué à organiser parce qu'effectivement, il faut des associations et très proches des gens. En fait, c'est la proximité. On disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas des associations, des réparateurs de vélos partout. Ces quartiers prioritaires de politique de la ville en grande banlieue sont assez éloignés des uns des autres. Donc, il faudrait une structure associative renforcée. Ce qui est plutôt chouette dans les images qu'on voyait et ce qu'on voit chez nous quand on fait des ateliers de réparation de vélos, c'est que ça crée un vrai lien social. Donc, à partir du moment où ce lien social réexiste, les gens se parlent et peuvent entre eux se prêter aussi des vélos entre les utilisateurs de nos locaux. Il y a des liens qui se créent à travers les chantiers et surtout on voit que c'est surtout des femmes en fait qui bénéficient de ça parce que c'est une vraie source d'émancipation pour elles. Alors autant dans la réparation, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était encore plutôt masculin, mais nous, ce qu'on voit chez nous, c'est que les garçons sont encore pas mal voitures et que les femmes et les enfants sont vélos parce que ça leur donne une vraie liberté. Et il y a un échange très important qui se passe entre elles. Et nous, on travaille toujours en tant que bailleur social sur la mixité et l'intergénérationnel. C'est quelque chose qui nous semble très important pour vivre ensemble, pour éviter des conflits, parce qu'on a beaucoup de conflits de voisinage chez nous. Et voilà, et on essaye dans ces ateliers, dans nos locaux vélos, d'attirer des hommes, parce qu'on le voyait sur vos photos, il y en a peu. En fait, c'est ça qui est très étonnant, c'est que c'est des propositions qu'on offre à tous nos locataires, et on aimerait bien à tous, mais c'est les femmes qui sont là parce que ça leur offre une liberté, ça leur permet de recréer du lien aussi avec leurs enfants. On a souvent la chance dans nos résidences d'avoir des grands espaces verts et des espaces résidentiels, alors pas partout, mais souvent en grande banlieue. Donc ce sont aussi des lieux sécurisés pour l'apprentissage du vélo. C'est pour ça qu'on n'est plus dans des écoles, etc. Et en tant que bailleur, ça nous semble important parce que, alors pas chez les ados, mais chez les jeunes enfants, il y a beaucoup de vélos d'enfants. Il y a de l'apprentissage de vélo et là, les vélos, ça se prête entre eux et du coup, c'est vraiment la première approche qui est très intéressante. Alors après, on essaye
de continuer cette expérience enfant qu'ils ont tous quasiment avec le vélo, avec des petites roulettes, etc., avec les ados en faisant des ateliers de customisation de vélo, parce que souvent ils récupèrent effectivement des vélos anciens, abîmés, etc., et ça leur permet de leur donner un coup de jeune, et ils apprécient plutôt de faire... du coup, ça nous permet aussi de travailler sur d'autres sujets, la biodiversité, le réemploi, la culture, pas mal de sujets, et en fait, c'est vrai qu'on se rend compte que le vélo ouvre finalement à tout. Et donc la culture vélo adaptée à chaque catégorie, enfant, maman, ado, et on voit bien que les ados, la bike life, vous savez, les vélos avec les gros pneus, donc qui coûtent très cher en soi aussi à acheter, mais c'est des choses qui sont très valorisantes, très valorisées. Et côté Christine, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté ? Dans les projets qu'on voit aussi qui se multiplient, et la ville de Massy en est un bon exemple, c'est aussi les communes qui ont bien compris justement que l'atelier vélo permet de faire du lien social, de favoriser la cohésion sociale. Or, en politique de la ville, c'est vraiment l'objectif numéro 1, d'améliorer ce lien social. Et les communes créent de plus en plus souvent des événements autour du vélo, des événements autour de la réparation de vélos, et là on touche comme ça à plein de sujets, le réemploi, la sobriété, en même temps l'autonomie, et puis on parle à des personnes à qui on n'a pas parlé, puis on n'a pas eu l'occasion, enfin il n'y a pas de sujet commun sauf le vélo, l'autre jour, il y avait un fait divers dans le Parisien, il y avait un policier qui s'était arrêté pour réparer le vélo d'un gamin dans un vélo, dans un quartier. Bon, ça fait un peu image d'Épinal, mais n'empêche, il s'est arrêté pour réparer un vélo. Je suppose que ça n'arrive pas tous les jours, mais voilà, c'est créateur de liens, et c'est créateur de liens et c'est créateur d'autonomie. Donc, comme je vous le disais, j'étais avant déléguée aux droits des femmes, et la question qu'on se pose souvent, c'est comment faire sortir les femmes dans les quartiers prioritaires, comment les faire sortir de chez elles, parce que souvent, par les injonctions et les stéréotypes, elles sont enfermées chez elles à s'occuper des enfants, etc. Souvent, c'est des interdictions familiales de sortir. Et le vélo, c'est vraiment un outil d'émancipation. Vous confirmez qu'elle commence à l'utiliser. C'est vraiment une super bonne nouvelle. Je vous invite alors moi, ce qui m'avait frappé, je parle de pays étrangers, je crois qu'il y a un article de The Guardian qui date il y a déjà longtemps. C'est des femmes agricultrices en Gambie, je crois. Elles prennent le vélo pour porter leur lait à la coopérative. C'est elles qui sont agricultrices. Et en fait, il n'y a que des femmes à vélo, en fait. Et donc, c'est des cultures locales qu'elles ont peut-être déjà dans leur bagage, comme vous disiez, Marie-Vonne, ou pas. Et puis, elles s'y mettent et elles voient que ça marche, ça favorise le lien avec leurs enfants aussi. Enfin bref, on a tout gagné. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, peut-être en dernière question, ça concerne les budgets. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on avait discuté également, il n'y a pas spécialement de budget fléché vélo sur les politiques de la ville. Il y a des budgets, je dirais, d'insertion, des budgets, et le vélo peut être opportunément, si des acteurs sont là pour présenter des projets. Et souvent, ce que vous me dites, c'est qu'en fait, il n'y a pas suffisamment d'acteurs. En fait, c'est tout simplement une question d'offre de services. Donc, il y a la question du budget et la question de la professionnalisation. Moi, ça me questionne énormément. Moi, je suis dans une association de bénévoles. On a 2 permanents qui sont effectivement au siège, mais dans nos activités de quartier, ce n'est qu'une activité bénévole. On voit bien qu'on n'arrive pas à couvrir les besoins. Et donc, il y a la question de la professionnalisation. Et je trouve que Marie-Vonne, ton témoignage est de ce point de vue-là très intéressant. Mais en tout cas, sur ces budgets, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui serait à rendre peut-être plus identifiable et quelque part donner aussi peut-être l'envie à des nouvelles structures de se créer, de donner aussi peut-être aux jeunes dans les quartiers des billes pour devenir mécanicien et créer des ateliers. Il y a toute cette dimension qu'on a vue dans cette conférence, finalement, comment on peut arriver à l'aider au-delà finalement peut-être d'une politique qui est un peu opportuniste. Alors il y a des axes, c'est relativement récent. Comme vous le savez ou pas, les contrats de ville sont en cours de rédaction. Les nouveaux contrats de ville sont en cours de rédaction, et on a un axe qui s'appelle favoriser la transition. Alors
c'est juste la transition, donc ça recouvre beaucoup de choses, mais dedans forcément on a cette volonté de travailler sur la transition écologique via notamment des actions de vélo, donc ça c'est bien fléché. Et il y a un autre budget sur lequel nous travaillons, l'animation de budget sur la lutte contre la pauvreté, donc c'est indépendant de la politique de la ville, c'est la précarité au niveau large, où aussi on a des nouveaux axes sur favoriser la transition écologique, sur un axe sur l'alimentation et un axe sur les mobilités. Donc il y a vraiment des volontés gouvernementales de travailler là-dessus et au service des plus précaires qui eux-mêmes ont besoin d'être aidés là-dessus. Donc on essaye aussi par exemple de financer des projets avec les associations qui font de l'accueil de primo-arrivants, aussi pour les rendre autonomes vers leur métier, vers pouvoir habiter à l'extérieur d'une ville, etc. Donc c'est déjà équité, mais comme vous disiez, je pense, mais ça c'est plutôt moi aussi la cycliste qui analyse ça comme ça, il y a un défaut d'image, on en parlait aussi sur la table ronde précédente, il y a peut-être à travailler l'image du vélo, parce que c'est rattaché à des associations bénévoles, c'est sympa, tout ça. Enfin, est-ce que ça manque un peu de professionnalisation pour changer l'image, avoir davantage de professionnels pour et puis aussi, alors je sais Marie-Vonne que pour mon ado à vélo, lorsque vous avez remis les diplômes, il y a le préfet délégué pour l'égalité des chances qui est venu. Donc avoir une présence de l'État pour favoriser ces actions, ça peut aussi donner davantage de résonance. Il y a peut-être plusieurs leviers sur lesquels on peut jouer et on essaye d'y travailler. Merci. Je pense qu'on arrive au temps des questions. Jérôme. Magnifique, il y a des questions. Alors, le temps qu'on vous amène le micro, peut-être. Moi, je voudrais vous poser une question sur la rénovation, le temps que le micro arrivera. La rénovation des locales vélos. Combien de temps ça prend, là, les photos qu'on voit, entre le moment où CDC se dit on va le refaire et le moment où il est livré et rénové? Et la deuxième question, c'est combien ça coûte? Et la troisième question, c'est est-ce que ce local vélo, après rénovation, il est respecté par les habitants? Alors en fait, on intervient dans 2 cas sur la rénovation des vélos, toujours. Ouais. On a un service de maîtrise d'ouvrage qui se charge de l'entretien de nos bâtiments, et donc ça, ce sont des budgets d'investissement. On fait de la réhabilitation thermique, des rénovations de logements, donc on insère toujours, quand on a des locaux vélos, la rénovation des locaux vélos, et ça, c'est le plus gros budget finalement qu'on a, parce que c'est de l'investissement. Moi, je représente le service de développement social urbain, donc on travaille à plus petite échelle naturellement, et ça c'est parce qu'on travaille sur de multi-sujets avec les amicales de locataires, les collectivités, les associations locales, et on se dit à un moment donné, il y a ce besoin, du coup on le fait. On décide ça généralement l'année précédente, le temps de trouver les budgets et de le faire, et on le fait l'année suivante. C'est ce qu'on fait un petit peu pour tous nos programmes culturels, sportifs, etc. qu'on fait. Du coup, ça dépend de la taille, parce qu'on a des très beaux locaux. Voilà. Et ça dépend de l'encombrement. Alors bien souvent, quelquefois, on travaille avec 3 jeunes en insertion, ou quelquefois 5 jeunes quand il y en a plusieurs, voire 6. Dans un premier temps, ils débarrassent le tout, ils trient, etc. Ça prend une journée. Et après, soit il est globalement pas en si mauvais état, donc il y a un gros lessivage à faire, et puis après on l'aménage, on fait une petite peinture sympa, et on met des racks à vélo, et puis on travaille sur l'électricité, mais ça avec une entreprise à part. Ce local-là, ça prend 3 jours à faire, donc c'est relativement rapide. Après, c'est combien de temps est-ce que ça va durer? Et du coup, là, c'est la suite de notre travail, c'est tout le travail de sensibilisation qu'on fait, mais qu'on fait sur plein de sujets avec les habitants, sur le jet par les fenêtres, sur le respect de la biodiversité dans les résidences, sur l'entretien de nos espaces verts, etc. Ça, c'est un travail quotidien du service de développement social urbain et des équipes de proximité, parce qu'il faut y revenir sans arrêt. Mais on a la chance que quand c'est bien approprié, quand on fait ces animations, quand il y a des vélos qui recirculent sur le quartier,
les gens s'y intéressent et du coup s'auto-régulent pour le respecter. On a vu tout à l'heure des photos où en fait on a rénové un local qui était super bien utilisé et les habitants sont venus nous voir en disant est-ce qu'on peut pas faire plus pour le rendre plus beau? Ça c'est plutôt rigolo. Et du coup on a travaillé avec un artiste pour lui faire une fresque à l'intérieur. Alors c'est une résidence qui s'appelle Christophe Colomb, donc on est parti sur la thématique du bateau et pas du vélo, mais ça nous permet d'engager plein de choses avec les gens à partir du moment où ce lien social, cette confiance se crée justement. Et nous, en fait, on travaille avec des associations un petit peu professionnelles, mais on est très heureux et on est très content quand ce sont les habitants qui s'en emparent et qu'on ne passe plus par des associations. Quand le lien social se crée, il y a toujours des gens qui savent réparer, qui savent apprendre aux enfants, qui savent réguler leurs locaux vélo. Et quand, en fait, c'est comme ça qu'ils devraient vivre une résidence. En fait, ils sont tous voisins, ils devraient apprendre à se respecter l'un l'autre. C'est dur, mais on a des réussites et ça, c'est en fait notre plus belle récompense. Merci beaucoup. Il y avait une question là-bas, je crois. Bonjour, je travaille à SN Mobilité. C'est une association départementale qui vise à améliorer la mobilité des personnes en difficulté sociale sur tout le département de l'Essonne. Et par ce biais, on travaille beaucoup la question du vélo, notamment dans les quartiers, par exemple au Clonolé et d'Atis-Mons avec CDC Habitat. Et puis, conjointement avec ProVélo, on coopère sur ce qu'on met en place cette année au travers du projet Équilibre entre les quartiers Clonolé et Noyer-Renard. Et ce qu'on a commencé à mettre en place, ce qui fonctionne déjà, c'est des sorties interquartiers entre Noyer-Renard et Clonolé. Et on est passé avec les mamans du Noyer-Renard, on est passé à l'intérieur du quartier Clonolé. Il faut savoir que ce sont des quartiers qui sont un peu rivaux. Et les jeunes qui étaient dans le quartier Clonolé ont applaudi les personnes de Noyer-Renard. Je trouvais ça magnifique. Et on va développer justement cette mobilité communale, proche finalement, c'est de la mobilité proche, mais autour des deux quartiers. Et on va montrer à ces personnes qui apprennent à faire du vélo qu'il est vraiment possible concrètement d'utiliser son vélo pour aller à la boulangerie, pour aller faire les courses, et d'utiliser la voirie qui est réservée, qu'on va adapter à l'utilisation du vélo. Et plus largement, sur le nord de l'Essonne, on a candidaté ensemble sur un projet porté par la FUB qui s'appelle Vélo Ego, qui vise à installer une coordination locale pour favoriser l'utilisation du vélo au quotidien sur le département, dans la zone concernée. Nous c'est Nord-Essonne, donc ça regroupe la communauté de Paris-Saclay et une partie de Grand Paris-Sainte-Bière, une partie de Grand Paris Sud et de Valdière-Val-de-Seine, donc ça couvre vraiment tout le nord du département. Et l'objectif est, en travaillant ensemble, de toucher environ 500 bénéficiaires et de les orienter spécifiquement sur un parcours vélo global qui va de l'apprentissage de zéro, de l'équilibre, des aptitudes de base sur un vélo, à l'utilisation quotidienne et autonome, en sachant entretenir au moins la base son vélo, en termes mécaniques. Donc c'était une intervention comme ça. Ouais, mais c'est bien. Après, je voulais aussi dire que je pratique aussi énormément moi-même le vélo dans tout le département de l'Essonne. Et je constate aux abords des quartiers prioritaires, notamment la Grande Borne à Viry-Châtillon, que ces quartiers sont structurellement dédiés à la voiture. Il y a pas d'autre mot. Ils sont ceinturés par des 2x2 voies, de toutes parts. Il y a l'autoroute A6, il y a des grands axes de partout. Et dans l'esprit des gens, et ça s'est construit sur des décennies, c'est de la culture locale, le déplacement ne passe que par le véhicule, et par véhicule on n'entend que voiture. Je serai du coup conseiller mobilité sur le secteur d'Evry, le secteur nord-est de l'Essonne. Et pour moi, mon premier combat, ça va être de dire véhicule, déjà pensons vélo. Et voyons ce qu'on peut faire avec un vélo.
Et à moi aussi de m'approprier tous les réseaux de communication idéaux en vélo. Il y en a, ça existe, il faut les mettre en valeur. Et il faut montrer aux gens que finalement l'utilisation du vélo est bien plus favorable pour eux-mêmes au quotidien. Je pense notamment aux sujets liés à la santé et à l'apparition des maladies chroniques. Le vélo permet de rajeunir, la voiture accélère le vieillissement, de ce point de vue. Donc c'est important que les personnes qui habitent dans les quartiers prioritaires, qui n'ont pas forcément beaucoup de revenus, soient capables de faire ce choix intelligent. Mais encore faut-il en être informé et ne pas subir une pression qui vise à dire que si on veut travailler, il faut une voiture. Non, c'est pas forcément vrai. Merci. C'est pas forcément faux non plus, mais c'est pas forcément vrai. C'est pas vrai, c'est pas faux. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut réagir aux histoires et aux expériences qu'ils viennent nous raconter? Oui, sur la pratique des villes nouvelles à vélo. Alors, l'association de Marie-Vonne connaît par cœur les petits chemins à l'intérieur des Vries-Courcouronnes, mais la Vries-Courcouronnes, de ce point de vue-là, est assez particulier parce que c'est souvent bâti sur 2 niveaux. Et c'est vrai que Google Maps ne connaît pas les 2 niveaux, sont complètement largués. GeoVélo, on a du mal aussi, donc en fait, il faut la connaissance de l'usage. Et la grande borne, dans les endroits comme ça, alors pas du tout, ça se prête pas du tout au vélo, comme vous dites, il y a des grandes routes et c'est pas du tout pratique. Donc en fait, c'est très variable d'un quartier à l'autre en fonction des aménagements qui ont été faits. Malheureusement, je pense qu'ils ont quand même été faits à un moment où le vélo était utilisé, mais moi, je connais pas exactement l'historique, mais visiblement, et les pistes cyclables dans les anciens quartiers, on les voit pas vraiment. Moi, je pense que les pistes cyclables, à l'origine, ça n'existait pas. Et que les voiries, voitures, c'est fait aussi pour les vélos. C'est pour ça que c'est quand même très important d'apprendre aux gens à circuler dans des lieux où il n'y a pas de pistes cyclables. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Je pense qu'il n'y en aura jamais partout. C'est vrai que dans les centres urbains, c'est très favorisé. Moi, je fais aussi du vélo depuis très longtemps. Il y a des gens qui ne savent faire du vélo que sur les pistes cyclables. Ça me semble bizarre, parce que ça limite quand même les déplacements. Voilà, donc je pense que l'apprentissage est quand même essentiel dans ces quartiers-là, parce que ça ne peut pas être réduit aux pistes cyclables. C'est génial, ça permet d'aller à des endroits où il n'y a pas de voiture, c'est beaucoup plus sécuritaire, mais il faut apprendre aussi aux usagers de la voiture de respecter les vélos. Il ne faut pas aller sur les autoroutes, naturellement, c'est pas fait pour, mais les nationales... La 13, ça va. Je vous la conseille. Mais c'est pas interdit de rouler en vélo sur une nationale, sur une départementale, et on devrait pouvoir rouler en toute sécurité. C'est un autre sujet, mais bon voilà. C'est important d'apprendre aux gens à utiliser aussi ces axes routiers. Mais c'est ça rejoint ce que Julien disait ce matin. L'objectif national, c'est 80 000 km de pistes cyclables en France. On est à 57 000 de mémoire, c'est les chiffres qu'il donnait. Combien de kilomètres, c'est en millions les kilomètres de routes automobiles, de pistes automobiles en France. Donc c'est un peu ce qu'on se disait ce midi, il faut remettre un peu de perspective, quoi, de 80 000 km de pistes cyclables. Si on attend qu'il y ait des pistes cyclables qui nous amènent partout, le vélo ne décollera pas. Merci pour votre... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y avait une autre question là. Oui, bonjour, je m'appelle Maxime Rambaud. Moi, vous me voyez courir avec les micros depuis ce matin, mais en fait, je travaille aussi à la recyclerie sportive. Je suis coordinateur sensibilisation et du coup co-organisateur de l'événement Parlons Vélo. Donc, merci pour avoir répondu à l'invitation. Et pour ces échanges, je suis super content de vous avoir entendu parler de culture sur ce thème de la mobilité en QPV. Ça en fait partie. Il y a évidemment des aspects très pragmatiques, le local, les pistes cyclables, mais il y a aussi un aspect culturel. Moi, je suis du coup aussi animateur. On intervient beaucoup dans les quartiers prioritaires de Massy, de Longjumeau, des villes alentours, pour des stages de vélo-école, pour de la co-réparation. Et du coup, moi, je me rends compte à quel point, effectivement, il y a d'ailleurs, c'est mentionné dans un des derniers rapports du Club des villes et territoires cyclables, l'aspect... l'aspect à quel point le vélo peut être perçu comme de la mobilité subie.
Et moi, je me rends compte qu'en fait, j'ai beau faire tous les ateliers de co-réparation, tous les stages de vélo-école que je veux, à un moment donné, il y a aussi un plafond de verre et qui est très difficile de percer sans être perçu comme un peu des donneurs de leçons. Avec cet aspect, voilà, on a entendu le mot bobo. C'est vrai qu'il peut y avoir aussi cette image-là. On démarre dans les quartiers prioritaires en disant, voilà, il faut faire du vélo. Et à un moment donné, bah, voilà, moi, je perçois ce plafond. Et c'est donc un témoignage, mais aussi une question. Comment est-ce qu'on arrive à insuffler cette culture vélo sans du coup être perçu comme un peu des donneurs de leçons. C'est en tout cas, voilà, moi c'est des questions qu'on se pose à la recyclerie sportive et c'est une piste de réflexion, je n'ai pas forcément la réponse. Voilà, merci. Merci. Qui veut donner des leçons? Oui, moi, mes leçons s'arrêtent à enseigner le vélo. Donc, j'ai pas du tout l'impression d'agir en bobo connaisseur. Hein. D'abord parce que les gens qui viennent nous voir, on ne va pas les chercher, ils viennent avec plaisir. Parce qu'ils ont entendu parler, parce que l'année d'avant, le voisin, la copine a fait. Donc voilà, ce sont vraiment des gens qui viennent là. J'allais dire de leur plein gré, et parce qu'ils en ont envie, et parce que le moment où ils vont faire du vélo, ils vont éprouver beaucoup de plaisir à le faire. Donc là aussi, ils vont pas recevoir une leçon, mais ils vont bien faire un apprentissage, ce qui est complètement différent. Et donc, le long de cet apprentissage, il faut beaucoup d'empathie, en effet. Encore une fois, les gens, je ne sais pas ce qu'ils ont dans leur valise, je ne sais pas pourquoi ils sont là, ce qu'ils ont vécu, mais donc ils le disent pas, qu'importe. On est là vraiment pour se surpasser quelque part, puisqu'on ne savait pas faire du vélo, puis on repart, on sait faire du vélo, on a appris quelque chose. Voilà, là on n'est pas dans la donneur de leçons, on est simplement dans le plaisir partagé, et je pense qu'on va y arriver assez facilement. Après, je peux juste compléter par rapport à ça, c'est exactement le dernier mot que tu as dit, le plaisir. C'est-à-dire qu'en fait, faire un atelier de co-réparation, c'est sympa, mais c'est pas le plaisir de rouler. Le plaisir de rouler, en fait, quand on arrive à le partager, finalement, il n'y a plus de leçon, il n'y a plus rien, il y a juste un bonheur à partager à un moment donné, et ça reste. Je pense que c'est en faisant pédaler les gens qu'on arrivera à les convaincre. Alors, moi je me permets là, on est entre nous. Tout à l'heure, on parlait de rôle modèle avec les femmes mécaniciennes, vélo, etc., etc. On est entre nous, quand je regarde la salle, on est quand même tous très blancs. Hein. Et peut-être qu'il y a un sujet de rôle modèle aussi sur l'éducateur, l'éducatrice, celui qui accompagne. Il faudrait qu'on arrive à... je pense que Parlons vélo de l'année prochaine, il faudrait qu'on ait des personnes, des blacks, des maghrébins, des asiatiques, des femmes blacks, enfin bref, des confessions religieuses aussi, un peu différentes peut-être. Alors je connais pas, parce qu'on est blancs, qu'on est tous de la même religion, mais il y a aussi un sujet d'inclusion, je pense, qui est vraiment ultra important dans le monde du vélo et dans les mondes du vélo. Ça, c'est la première chose. Et puis, je vois Hakim Hakim, vous voulez réagir là-dessus Mettre un fini, et puis après Parce qu'en fait, après, j'avais une question justement qui était orientée pour vous. Puisqu'on parlait avant la prise de parole, on échangeait, et vous disiez cet après-midi... dans ma mission, je suis très curieux de savoir comment on peut, dans un QPV, comment on peut transmettre le vélo et faire en sorte qu'il y ait du vélo. Moi, je suis un peu étonné qu'il y a un sujet qui a été abordé, mais la solution, elle n'a pas été abordée du tout. Marie-Laure, notamment, vous parlez de enjeu de possession du vélo. Il y a un truc qui existe, qui est hyper bien, qui s'appelle le vélo public. Le Vélib, Lime, qui sont là derrière. On n'en a pas du tout parlé. Chez nous, hein. Peut-être, mais en attendant, tout à l'heure je voyais l'intervention du maire de Massy, il a des vélos ciblés Massy. Est-ce que il n'y a pas une réponse ici? Tout à l'heure, ce que vous disiez aussi, on paye des permis de conduire. Est-ce que on pourrait pas payer, alors vous n'avez pas de Vélib ici, mais est-ce qu'on pourrait pas payer des abonnements ou de la consommation de lime, par exemple? C'est une question qui peut peut-être enlever ce problématique de posséder un vélo. Mais en fait, je pense que QPV, pour moi, c'est précarité. Les quartiers sont choisis et ciblés prioritaires politiques de la ville, parce que ce sont des quartiers où les gens ont des très faibles revenus. Donc en fait, on arrive à faire corréler un petit peu tout ça,
parce qu'on ne travaille pas uniquement sur le vélo, nous on travaille sur le budget des gens, parce qu'ils ont du mal à payer leur loyer, ils ont du mal à payer leurs charges, ils ont du mal à tout ça, et donc comment est-ce qu'on fait pour mieux les accompagner ? Du coup, on intervient sur de multiples sujets. On crée des jardins partagés pour qu'ils puissent avoir accès à une alimentation saine. On travaille sur des ateliers couture pour qu'ils puissent réparer leurs vêtements. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le recyclage. Le recyclage des vélos, je vous en parlais, qu'on puisse leur offrir des vélos beaucoup moins chers et les aider à réparer de manière beaucoup moins chère. Ça, c'est vraiment le sujet qu'il y a dans les quartiers politiques de la ville. C'est cette histoire, effectivement, de précarité. Et l'accès au vélo permet finalement de faire des choses qu'on ne peut pas faire. Et c'est pour ça que ça touche beaucoup les mamans, parce qu'il y a beaucoup de mamans isolées avec leurs enfants, qui restent dans la résidence. Et effectivement, on est une assemblée là de plutôt blanche, effectivement. J'ai pas mes lunettes, mais pourtant c'est un en plus. Le public des quartiers prioritaires n'est pas du tout blanc. Donc c'est vrai que l'ingénierie qui tourne autour, qu'elles sont associatives, etc., est plutôt des gens blanc. Mais on touche un public, et en fait c'est aussi ça la mixité sociale et l'échange, etc., parce qu'on apprend à se connaître, et c'est assez riche pour eux comme pour nous, parce qu'on est pareil et on travaille ensemble pour le mieux vivre ensemble. Oui. Ah, vous avez une petite question. J'avais l'intention de finir mon intervention par ce que je vais dire maintenant, mais je rebondis sur ce que vous disiez. Imaginez la table ronde précédente s'il y avait eu 4 mecs pour parler du sujet, de la mécanique par les cyclos, par les femmes. C'est exactement ce qu'on fait là cet après-midi. Il n'y a personne pour parler de l'expérience des habitants et de l'expérience des gens du quartier en tribune. C'est pas une critique, c'est simplement un constat qu'on est, la difficulté qu'on a, et on n'écoute pas la parole des gens. Christine, tu m'as dit, tu m'as renvoyé mon expérience passée au ministère. J'ai supervisé le travail avec le club là, sur le travail sur les quartiers prioritaires, et la difficulté de faire s'exprimer les personnes, on l'avait senti. Le point de départ et le point d'arrivée n'a pas été le même quand on a commencé à écouter les personnes. Ils ont réalisé un superbe film qui malheureusement ne peut pas être diffusé parce que pour des questions de droit à l'image des personnes qui sont dessus, mais qui donne la parole. C'est des étudiants de Sciences Po Saint-Germain qui l'ont réalisé. Donc il y a quelques extraits qui sont diffusables, mais l'intégralité n'est pas diffusable. Mais quand on entend les personnes des quartiers, les jeunes essentiellement qui sont interrogés, ils disent pas la même chose. La question de la trottinette, pourquoi la trottinette? C'est parce que c'est pas cher. C'est pas cher, c'est jetable peut-être, mais c'est une solution qui est beaucoup plus abordable que le vélo. Et c'est moins plus facile c'est moins encombrant, c'est plus facile à trimballer, mais ils ont envie de faire du vélo. La question de la santé, il faut arrêter de déconner, mais ils le savent que c'est en meilleure santé. Il y a plein de trucs, quand on les entend parler, ils disent pas la même chose. La question des aménagements, je préfère le lien avec ce que je disais tout à l'heure. Demandons aux gens de quels aménagements ils ont besoin à l'intérieur des quartiers. Et pour sortir des quartiers, la Grande Borne, il y a une superbe piste le long du T12 qui contourne la Grande Borne. Elle n'est pas du tout à traverser la Grande Borne, elle ne dessert pas la Grande Borne, elle contourne la Grande Borne comme le tramway contourne la Grande Borne. On n'est pas dans un endroit, et la circulation à l'intérieur du quartier n'est pas tellement compliquée. C'est pour sortir du quartier qu'il y a une complexité. Les femmes viennent majoritairement parce que c'est des femmes qui n'ont pas accès à la voiture quand il y a une voiture dans le foyer. Le déplacement majoritaire, il est à pied. Enfin voilà, et les aménagements doivent être pensés à l'intérieur et à la sortie du quartier pour savoir exactement quels sont les besoins. Il faut co-construire avec les habitants du quartier pour savoir de quoi ils ont besoin et arrêter ce qu'on fait actuellement d'imposer des aménagements je reviens aussi sur ce que je disais précédemment, on refait les mêmes aménagements que ceux de la desserte du quotidien. Or, les aménagements et les besoins de déplacement des personnes à l'intérieur et à l'extérieur ne sont pas les mêmes. Et peut-être que l'envie de vélo dans un QPV, c'est pas une piste cyclable, mais c'est un parc de BMX, peut-être. Oui, voilà. Mais il faut leur demander. Et la question du stationnement, elle est cruciale, ça c'est évident. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez réagir ou... Et après, on aura une dernière question parce que c'est la fin. Mais merci pour cette... Non, moi, juste
Oui, je sais pas. Oui, allez-y. Par rapport au QPV, par rapport à la ville de Massy, c'est vrai que nous, en ce moment, on travaille avec les bailleurs, justement pour savoir, parce que avoir un vélo c'est joli, c'est bien, mais le garder c'est mieux. Souvent les caves, elles ont été fermées pour cause de squat et quoi que ce soit, donc ils n'ont plus accès aux caves, ou alors ils se font voler à l'extérieur. Et c'est vrai que là on travaille justement avec les bailleurs et avec les copropriétés aussi, parce que c'est mais comment faire pour avoir un garage vélo sécurisé au niveau au niveau des logements sociaux et auprès des logements sociaux. Et tout particulièrement, là, on travaille par rapport aux résidents d'un quartier de Massy, les jeunes de ces quartiers vont aller bien l'année prochaine dans un nouveau collège. Et du coup, on veut absolument qu'ils aillent dans ce collège-là, parce que d'abord, ça fera une meilleure mixité, ça les fera sortir de leur quartier, et on veut absolument qu'ils puissent y avoir accès à vélo. Donc on refait un trajet, on sécurise, là on a fait des gros travaux sur une avenue, on sécurise vraiment les lieux pour qu'ils puissent y aller à vélo, et en plus, financièrement, parce qu'il y a vraiment un gros côté financier pour obtenir un vélo, on a passé il y a 2 mois au conseil municipal une délibération pour aider au financement à tous les collégiens de la ville qui iront à vélo, alors au-delà de, je ne sais plus combien on avait dit. 1,5 km. Voilà. Pour que, voilà, au moins la ville peut les aider pour acheter des vélos, et ensuite aide les bailleurs à ranger ces vélos. Donc voilà. Juste sur la question du parking. Je voudrais que vous nous disiez qui vous êtes, madame. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vous ne me reconnaissez plus, mais je suis Elisabeth Flipotto, donc maire adjoint chargée. Mais il faut le redire. Ah oui, pardon, excusez-moi. Chargée de la circulation douce et de la transition écologique. Donc moi je trouve ça super, cette idée là, vraiment géniale. Et moi j'ai quand même l'impression qu'il ne faut pas oublier les abris sécurisés en milieu public. Il y a effectivement les locaux à vélo dans les immeubles, mais qui sont ouverts un peu à tout le monde. Et il peut y avoir des locaux un peu plus accessibles sur la rue, qui évitent de descendre son immeuble de son vélo, de son balcon. On conclut là-dessus. Je crois qu'on peut conclure là-dessus. Moi, je vous invite à venir voir toutes ces dames et ces messieurs qui viennent faire le vélo, comme ils nous disent. Parfois, ils me disent on vient faire du pro-vélo. Mais c'est vraiment un plaisir. Et que l'on soit enseignant. Et je voulais aussi juste rebondir sur la professionnalisation, un tout petit peu, sur le fait qu'on ne peut pas se contenter d'un travail de bénévolat le samedi après-midi. C'est vraiment des choses qu'il faut mettre en place, parce qu'il faut une vraie pédagogie, il faut un accompagnement, il faut être toujours là. Et donc ça, c'est d'où l'importance d'avoir vraiment des structures, un système vélo. Il faut mettre de la maille. Merci beaucoup. Moi, je voudrais juste conclure. Tout à l'heure, Christine, vous disiez peut-être qu'il y a une idée, c'est de faire du tuning de vélo, etc. Appelez Maria, Maria qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce qu'elle a envie de faire. Et l'année prochaine, venez nous présenter. La customisation, je pense que c'est la même chose. Oui, qu'est-ce qu'elle disait qu'elle voulait faire de l'art, etc., etc. À mon avis, on a trouvé quelqu'un qui pourrait l'accompagner et qui pourrait gagner de l'argent et devenir richissime grâce à ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Je pense qu'on peut les applaudir. C'était